Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et plus particulièrement M. Craé d'avoir songé à inviter quelqu'un qui est trop souvent dans l'ombre, je ne parle pas de moi, le traducteur. On oublie toujours que quand vous lisez un texte traduit, c'est aussi le texte du traducteur et que dans ce texte traduit, il n'y a pas un mot de l'auteur. Même si tout le contenu est évidemment aussi de l'auteur. Alors, un grand merci, et donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que c'est Sacha Zilberfarb qui a traduit Les Naufragés. Alors, évidemment, je voudrais vous rappeler simplement ceci, c'est que ma position par rapport à Jean Améry est tout à fait particulière par rapport aux exégètes et aux universitaires qui se penchent, qui l'étudient, parce que, on l'oublie trop souvent, le traducteur est un lecteur tout à fait privilégié, en ce sens que tout ce que l'auteur a mis sur le papier, la moindre virgule, doit être étudié par le traducteur et restitué et transposé. C'est-à-dire que nous avons cette situation exceptionnelle de devoir rentrer, non pas dans la tête de l'auteur, mais dans le texte, ce qui n'est pas la même chose, dans le texte et parfois via le texte dans la tête de l'auteur, pour suivre tous les méandres de ce qui a poussé à l'écriture qu'on a sous les yeux. C'est un travail monumental d'abord de prise de sens, pour laquelle l'empathie, je crois, est nécessaire, c'est-à-dire une empathie non pas idéologique. J'ai traduit toute l'œuvre de tout le principe espérance de Ernst Bloch sans être marxiste. Là n'est pas la question. C'est une empathie au niveau de l'imaginaire, au niveau de l'approche linguistique, au niveau du style. Mais je ne vais pas faire ici un cours sur la traduction. Je voulais simplement attirer votre attention sur cette relation exceptionnelle qu'a le traducteur avec son auteur. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais traduit, j'ai eu cette chance, que des auteurs que j'aimais. Et d'ailleurs, j'ai refusé les autres. Et si Madame a parlé tout à l'heure de textes insupportables, vous devez vous rendre compte que pour le traducteur, c'est parfois aussi insupportable, car pour trouver le mot juste, il faut se mettre dans la situation. Il y a d'ailleurs eu à Mons dernièrement un colloque qui s'est intitulé stress post-traumatique pour le traducteur. Oui, bon, il ne faut pas exagérer non plus, hein, mais quand même. Voilà. Alors, je vais commencer par, hélas, pardonnez-moi, répéter des choses qui ont été dites, mais je ne peux pas tronquer mon argumentation, je ne peux pas évacuer les prémices. Je vais d'abord commencer par parler de l'importance de la langue, plus particulièrement du langage chez Jean Améry, et de là, essayer de vous expliquer comment on peut restituer cette approche particulière, particulièrement douloureuse ici, de la langue dans une autre langue. Alors, donc, j'ai traduit les 4 romans-essais de Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne, Le Feu oder der Abbruch, Hand an sich legen et Charles Bovary, qui renferment la quintessence de sa pensée et sont représentatifs de son style. Ma première traduction de son brillantissime roman Le Feu ou la Démolition n'est parue chez Actes Sud qu'en 1996. Les autres se sont succédés rapidement. Et il peut sembler étrange, on l'a dit, que Jean Améry n'ait pas été traduit plus tôt en français. En effet, l'œuvre de ce juif autrichien est unanimement considérée aujourd'hui comme un témoignage aussi important que celui de Primo Levi, on l'a dit, sur le plan du vécu et de l'écriture. Peut-être son nom à consonance française et le lieu où il vivra dès 1939, la Bruxelles francophone, ont-ils jeté quelque ambiguïté sur ce personnage que les Allemands aussi bien que les Français ont pu prendre pour un auteur de langue française. C'est en 1955 qu'il se forgera son nom de plume, on l'a dit, qui trahit à la fois son intérêt pour la culture française et la distance qu'il prend à l'égard du monde germanique. Au demeurant, la langue de cet exilé, coupée de ses origines, peut étonner les germanophones, car l'idiome de Voltaire y a incontestablement laissé des traces. On sent le français parfois dans l'allemand de Jean Améry. Il n'est donc pas surprenant que la réflexion sur la langue en général soit centrale dans son œuvre et que la transposition de sa prose dans une autre langue pose d'énormes problèmes aux traducteurs. Dans la seconde partie de mon intervention, que j'espère pas trop longue, je vais vous donner beaucoup d'exemples concrets. Ce qui frappe dans le parcours biographique d'Améry, on l'a dit, c'est le destin qui semble le contraindre à la judaïté qui ne lui est pour ainsi dire pas innée.
Je ne rappelle pas sa biographie. Vous savez qu'il a fait des études de littérature et de philosophie à Vienne et découvrira par les autres ses origines juives, en la personne d'un grand-père, etc. Je passe tout ceci qui a été dit. Vous voyez, c'est le malheur pour les intervenants qui viennent tout à la fin, c'est que tout a déjà été dit en grande partie, sauf la deuxième partie de mon intervention. À partir de là, sa biographie se confondra avec celle d'une victime des nazis. Vous savez qu'il a été interné à Malines, qu'il se ralliera à la résistance belge dans un réseau communiste, etc., etc. Je passe tout ça parce que ça a été dit. Fidèle à sa philosophie profonde, il avait déjà tenté de se suicider auparavant, convaincu que la mort volontaire est la seule mort naturelle, au sens où la condition humaine est justement caractérisée par la liberté. Alors, ceci, je crois, a moins été souligné. On lui avait donc volé sa langue maternelle. Et c'est pourtant en elle qu'il va tenter de trouver une rédemption, la langue comme Heimat, un refuge et une Heimat, mot quasi intraduisible. La Heimat dont on avait dépossédé, et pourtant la langue aussi sera impuissante à lui offrir ce qu'il en attendait, comme je vais tenter de vous le démontrer. Sa situation est plus triste que ceux qui, en exil, ont tout au moins, dit-il, l'espoir de rentrer chez eux un jour et de retrouver leur repère, mot essentiel pour Améry. Sa terre, elle, lui a été enlevée à tout jamais, en ce sens qu'on nie qu'elle a jamais été sienne. Il dit ainsi dans Par-delà le crime et le châtiment, page 94, ceci: quant à l'intellectuel exilé qui vivait dans la sécurité, il s'imaginait continuer de loin à filer au rouet fatidique de la nation allemande. Ah oui, je passe. Mais nous n'avions pas perdu notre terre, car on nous forçait plutôt à reconnaître qu'elle n'avait jamais été la nôtre. Tout ce qui nous reliait au pays et à ses gens était dû à un malentendu de l'existence. Ce que l'on avait cru être le premier amour était en fait, comme il disait là-bas, une violation de la race. Ce que nous prenions pour notre être véritable était-ce donc autre chose que du simple mimétisme? Terrible, cette aliénation. Page 96 également, mais je vais passer les exemples. Et enfin, page 105, où c'est quand même un peu fort aussi, où il dit ce que nous appelons patrie nous permet encore d'accéder à une réalité qui existe, en ceci que nous la percevons par les sens, le corps dont on parlait. Au contraire du physicien, qui par exemple ne reconnaît pas la réalité dans l'amplitude des oscillations d'un appareil de contrôle, mais dans une formule mathématique, nous en sommes encore à voir, entendre, toucher. Et je ne parle peut-être pas seulement au nom de ma propre génération, qui est déjà sur le déclin, celle des gens qui ont aujourd'hui dans la cinquantaine, quand je dis que nous en sommes encore réduits à vivre au milieu de choses qui nous racontent des histoires. Expérience perverse. Donc, dans ce passage, on reconnaît déjà très clairement le positiviste et l'ennemi juré de l'abstraction et du structuralisme. Enfin, en même temps que sa Heimat, c'est de sa langue qu'il est dépossédé, sa propre langue qui lui devient hostile. Mais c'est terrible, cela. Et cela d'un coup, lors d'une expérience qui fut un choc, tel que son idiome intime en une minute se muait en langue de la mort. Page 93, si je retrouve vite. Un beau jour, l'Allemand qui logeait juste sous notre cachette fut dérangé dans sa sieste par nos palabres et nos manipulations. Il monta, cogna violemment à la porte, l'ouvrit avec fracas et franchit le seuil. Un SS en uniforme, avec les fameux parements noirs sur lesquels étaient tissés les insignes, précisément des services de sécurité. Une peur mortelle s'empara de nous, nous étions livides, car la pièce à côté abritait tous les ustensiles de notre action de propagande qui avait, pourtant si peu de chance de mettre l'existence du Reich en péril. Voilà. Alors, expérience perverse de dérobement de son chez-soi, parce que, prétend Améry, la terre natale, c'est la sécurité. Chez soi, on maîtrise souverainement la dialectique du connaître et du reconnaître, du risque pris en confiance. Et cette expérience cruelle d'aliénation ira encore plus loin, et au sein même de son propre pays. Lorsque le 13 mars 1938, son pays, l'Autriche, perd son indépendance
et est rattachée au Reich allemand et lui devient complètement étrangère. Les uniformes des policiers, les boîtes aux lettres des maisons, les enseignes des magasins, voire les menus dans les restaurants affichaient une toute autre allure. La plus grande perversion de la situation étant celle qu'il résume dans le constat suivant: nous n'avions pas perdu notre terre, car on nous forçait plutôt à reconnaître qu'elle n'avait jamais été la nôtre. Ce qu'il ressentira alors, c'est l'angoisse totale de tituber sur un sol vacillant où les signes ne sont plus reconnaissables. Dans ce monde-ci, je ne reconnaissais aucun ordre auquel me raccrocher. Le sourire qu'affichait l'officier de police en contrôlant nos papiers était-il affable, indifférent ou sarcastique? Sa voix grave trahissait-elle la sympathie ou le reproche? Je titubais à travers un monde dont les signes m'apparaissaient aussi confus que l'écriture étrusque. Le cordon ombilical qui le reliait à sa terre, à sa vie, était brutalement coupé. Il basculait dans l'étrangeté, et de l'étranger, plein d'angoisse et de détresse, il était aliéné. Bref, et en résumé, il écrira toujours dans Par-delà le crime et le châtiment: je n'étais plus un moi, et je ne vivais plus dans un nous. Je n'avais pas de passeport, et pas de passé, et pas d'argent, et pas d'histoire. L'étroitesse du rapport entre la terre natale et la langue, fondement de toute sa quête d'une écriture salvatrice, ressort très clairement du passage suivant. Seuls les signaux que nous avons assimilés très tôt et dont nous avons saisi la signification en même temps que nous avons pris possession du monde extérieur, apprentissage de la langue maternelle, peuvent devenir des éléments constitutifs et des constantes de notre personnalité. On fait l'expérience de l'environnement de son premier pays de la même manière que l'on apprend sa langue maternelle sans en connaître la grammaire. La langue maternelle et le pays de l'enfance grandissent avec nous, grandissent en nous et deviennent ainsi l'univers familier qui nous garantit la sécurité. Et pour couronner le tout, Améry sera aussi victime d'une expérience encore plus traumatisante dont il ne se remettra jamais, on en a parlé, celle qui véritablement le conduira au suicide, la perte du Weltvertrauen, de sa confiance dans le monde, qui s'est effritée à tout jamais avec le premier coup reçu des hommes de la Gestapo au fort de Brenndock. Je passe. Tous les livres de Jean Améry seront écrits dans cette perspective de la créature violée et anéantie. C'est probablement la voix de ce moi privé de sa dignité humaine qu'il tentera de reconquérir dans la langue qui m'a interpellée, moi, sa traductrice. Et ici, je rejoins ce que Madame avait dit tout à l'heure. J'ai le sentiment, j'ai la conviction profonde que Jean Améry était un homme qui aimait la vie. Il aimait les femmes, il aimait boire et manger, mais voilà, on l'a anéanti. Et son amour de la vie s'est mué en horreur, parce qu'il était aliéné de cette vie qu'il aimait. Alors, la langue comme Heimat. On comprend mieux pourquoi la problématique de la langue maternelle est centrale dans l'œuvre d'Améry et qu'il passait pour être intraduisible. Dans son livre intitulé Jenseits von Schuld und Sühne, il analyse la langue atrophiée des exilés, coupée de la réalité allemande, et surtout la consonance monstrueusement hostile de la langue maternelle, désormais celle de l'ennemi. Sa seconde préoccupation est celle de l'impossibilité de la communication. Aucun texte, aucune métaphore, aucun art plastique, jamais ne pourra faire sentir l'indicible, le vécu intime d'un homme amputé de sa dignité humaine. Et ceci me rappelle forcément le livre de Sartre, je me suis trompée de papier, le livre de Sartre, Les mots, et je ne retrouve plus, voilà, si, où Sartre dit ceci, et ça aurait pu être dit par Jean Améry. La littérature est un leurre, dit Sartre dans Les mots, et les mensonges qui nous feraient prendre les mots pour des choses et les images du réel pour le réel. Ou encore, pour avoir découvert le monde à travers le langage, je pris longtemps le langage pour le monde réel. Ou encore, la littérature est une longue, amère et douce folie dont il est urgent de guérir. Et enfin, les mots mis à nu de l'illusion littéraire par la littérature elle-même. Je crois, je ne sais pas si la grande spécialiste d'Améry est d'accord, je crois qu'Améry aurait pu dire cela lui-même. Alors, les mots et les choses. Comme support concret de ce problème du rapport à la langue, et maintenant c'est la traductrice qui va parler, donc analysée et exprimée dans une prose extrêmement travaillée et soucieuse de précision à la fois logique et poétique, j'ai choisi un des romans-essais
les plus ardus de Jean Améry, Le feu ou la démolition, celui où l'auteur analyse finement la relation intime entre les mots et les choses. Comme vous savez, c'est le titre de ce livre de Foucault, mais je crois que Sartre est plus proche d'Améry que Foucault. Celui où Serra et ainsi est amené à se gausser du verbiage sans épaisseur et sans chair, coupé de toute réalité, et à l'illustrer par la création d'une foule de jeux de mots gratuits. C'est-à-dire sa façon à lui de dénoncer le langage impuissant à une communication de bonne aloi, c'est de créer des jeux de mots ou des segments de phrases presque comme de l'écriture automatique et sans lien avec les choses. Un peintre du nom de Le Feu, qui habite à Paris, alias Feuermann, d'origine allemande, donc vit à Paris où il a son atelier sous les combles d'un immeuble voué à la démolition pour cause d'insalubrité. Pourtant, Le Feu fait l'éloge de son environnement, de la vraie décadence à laquelle il refuse de renoncer et qui est un acte de résistance à ce qu'il appelle le Glanzverfall, très difficile à traduire, mais que j'ai traduit par la décadence clinquante, celle des constructions de verre et de béton, des beefsteaks sous plastique, de la modernité de la vie qui s'engage et se consolide bruyamment et brillamment dans la compétition et la sélection. La véritable décadence est un processus lent, elle est douce et mélodieuse, je cite, « ruissellement dans les vieux murs, chapelet sonore des gouttes d'eau qu'égrène le robinet défectueux ». L'amie de Le Feu est une poétesse de la décadence clinquante. Elle fait des poèmes automatiques, c'est-à-dire qu'elle juxtapose des mots vidés de sens et coupés de leurs racines dans la réalité. Elle utilise une langue violentée et démantelée, et ces jeux verbaux peuvent conduire, et conduiront d'ailleurs la jeune femme, à la folie. Alors, à l'impossible, le traducteur est tenu. À partir de ces considérations, tout le texte d'Améry sera une fidèle illustration du rapport réel ou faux à la langue. Dans un texte comme celui-ci, le jeu de mots n'est donc pas une coquetterie verbale, mais le miroir fidèle d'une relation profonde à la langue. Le style devient la via regia capable de rapprocher le lecteur d'un vécu intime. Hélas, comme je le disais à l'impossible, le traducteur est toujours tenu, et pour arriver à ses fins, tous les moyens lui seront bons. Prenons un premier exemple, mineur sans doute, mais déjà révélateur de toutes les autres difficultés du même type. Le prénom de la poétesse elle-même, Irène. Une critique revient régulièrement dans la bouche du protagoniste. Irène, du gehörst in eine Irenenanstalt. Littéralement, ta place, Irène, est dans une institution d'Irène. Ce qui ne veut rien dire si l'on ignore la ressemblance en allemand entre le nom Irène et le mot Irren, qui veut dire fou. Irrenanstalt signifie en effet asile d'aliénés. Dieu merci, parce que le traducteur a souvent de la chance, hein, ça nous sauve, c'est une bouée pour nous. Dieu merci, le prénom n'était pas choisi pour sa connotation biblique, encore que, mais pour sa référence au monde des fous. Et il dit très souvent cette citation, Irène, du gehörst in eine Irenenanstalt. Hasard heureux aussi, l'histoire se passe à Paris, Dieu merci pour moi. Je pouvais donc recourir à un simple subterfuge pour sortir de l'impasse, transformer le prénom d'Irène en Aline. Aline, ce qui permettait une transposition à peu près fidèle, dans son effet en français, Aline, ta place est dans un asile d'alinénés. Voilà un exemple. Quantité de tours de passe-passe verbaux sont là pour signaler que la langue coupée de ses liens avec la réalité peut tout se permettre, comme ceci. Vous allez entendre der auf seinem Wühllager, Wühl und nicht Wühllager. Le feu étendit ou tapis sur sa couche défaite et non parfaite. La teneur sémantique du jeu de mots allemand importe peu dans le rendu français, qui doit au contraire imiter un peu comme un perroquet les assonances et les allitérations rimées, substance sonore d'une expression poétique ici gratuite et sans profondeur vitale. Autre exemple, encore futile, les exemples plus profonds vont venir. Mir ist es hauptsächlich wegen der Kuppel. Sie steigt in jeder Beleuchtung anders aus der Stadt. Da übertrage ich sie in taschistische Kleinform. Kuppel, Kuppel-Luppel, Kuppel-Kumpel. Das wäre auch etwas für Irene Van Damme. Ach, Depressionen, sie nicht gerade Kuppel-Puppel. Ich bin sehr ernstlich besorgt.
Alors en français, là, c'était plus ou moins facile. Pour moi, c'est essentiellement à cause de la coupole, celle qu'on voit de sa chambre à Paris. Chaque fois, elle émerge différemment dans la lumière qui change. Et c'est elle que je transpose sur mes petites toiles tachistes. Coupole, coupole, coufofole. Voilà quelque chose pour Aline. Merci, Vanda, merci de vous enquérir, elle va très bien. Comme ci, comme ça. Enfin, des dépressions, quand elle ne folle pas. Je me fais sérieusement du souci. À noter par ailleurs que tout le texte est un long monologue intérieur, mêlant le style direct et indirect, recourant à des mots tronqués, ce qui ne faisait qu'accroître la difficulté de traduction. Mais maintenant, parfois, les allusions sont tellement subtiles qu'elles requièrent d'infinies recherches. L'une d'elles, par exemple, a nécessité une relecture du Urfaust de Goethe. Dans le passage suivant, le feu s'adresse à deux marchands d'art, donc je vous rappelle qu'il est peintre, qui lui rendent visite pour découvrir sa peinture. Die Galerie Ars Nova entdeckt das Genie le Feu. Ares ist der Kriegesgott genannt. Ars ist die Kunst und Arsch ist auch bekannt. Et puis après ça, Goethe, Urfaust. Alors évidemment, est-ce qu'un traducteur... Alors, bon, vous avez reconnu Ars, l'art en latin, Ares, le dieu de la guerre, Arche, le cul, le derrière, Ars, Ares, Arche, donc il joue vraiment avec les mots pour recréer l'atmosphère d'une langue devenue ridicule qui n'a plus rien à voir avec les réalités plus tragiques. Mais bon, voilà, Goethe, Urfaust. Qu'est-ce que le traducteur fait? Il va relire Goethe, Urfaust en se disant et en espérant que l'allusion n'est pas tout au bout des 200-300 pages. Enfin, en tout cas, en français, j'ai traduit comme ceci, et puis je vous expliquerai comment j'y suis venue. La galerie Ars Nova découvre le génie le feu. Ars Ares, tel est le nom du dieu de la guerre. Ars, c'est l'art. Et le lard, L-A-R-D, qui gèle aux chiottes, on connaît aussi. Goethe, Faust primitif. Alors, vous devez savoir que le feu habite dans une mansarde sous les toits, mais que pour aller aux toilettes, il doit descendre 4 étages et se retrouver dans une petite cabane de bois qui justement est un peu lézardée, où il y a des tas de fissures et où quand on s'assoit sur le trône, le vent passe à travers les bois, et c'est pour ça que j'ai mis « et le lard qui gèle aux chiottes », on connaît aussi, parce que c'était à ça qu'ils faisaient illusion devant ces deux visiteurs qui venaient justement d'aller aux toilettes. Alors, il fallait d'abord repérer l'allusion aux toilettes de l'immeuble où habite le feu, comme je l'ai dit, une petite cabane de bois au pied du bâtiment. Et pour ce qui est du Faust primitif de Goethe, il y est en effet question de latrine dans un certain passage. Le message se veut également drôle sur un autre plan. Faust, le penseur qui remet tout en question, comme le feu, ne peut que redevenir primitif en ce lieu. Donc, Faust primitif aux chiottes. Non, mais vous voyez, c'est intriqué, c'est subtil, hein? C'est dans de tels cas que la traduction mérite plus ce nom d'adaptation. Ici, par exemple, le mot « lard » n'apparaît pas dans l'allemand. Et un autre jeu de mots, maintenant, se réfère indubitablement au philosophe Ernst Bloch, parce qu'il aimait beaucoup Ernst Bloch, Jean Méry, qu'il connaissait. Et heureusement, comme j'étais la traductrice du Principe Espérance, l'allusion ne m'a pas échappé. Encore une fois, un coup de chance. Et ce jeu de mots, vous allez voir, traduit avec sarcasme l'amertume profonde qui s'est emparée de le feu. La rendre en français était une autre histoire. Ici, la citation de tout le passage s'impose pour une meilleure compréhension. Der Dreck, oder was man so nennt, arbeitet besser als besser sogar als le feu. Abschattungen, Adern, schillernder Fäulnismarmor, klagende Gesichter, die langsam hervortreten. Man muss nur Geduld haben. Dreckgemalte Fledermäuse, oh Vater Rorschach, blicke herab. Das Wohlgefühl ist animalisch, nicht kannibalisch. Und 500 Säue wäre zu viel. Wo sollte man sie denn unterbringen? Eine Sau ginge an. Das Grunzen stiege lieblich vom Fußende des Lagers an die Höhe des Kopfpolsters. Dinge kämen zum Vorschwein, die noch ungeahnt sind. Fin de citation, pardonnez-moi d'avoir lu l'allemand, c'est pour que vous entendiez aussi les assonances et les allitérations. La dernière partie de la phrase, donc käme zum Vorschwein, Schwein, c'est le cochon en allemand, hein, est une allusion directe à un concept blochien, celui du Vorschein, le pré-apparaître. En bref, l'utopique qui se manifeste déjà prématurément dans le présent, chez Bloch donc, dans le présent qu'il annonce.
Il fallait donc maintenir l'allusion blochienne en gardant le palimpseste Vorschein, Vorschwein. Mais donc, encore une fois, il ridiculise, il rabaisse un concept philosophique. Rappelons que vor est un suffixe qui signifie près, et Schwein signifie cochon, tandis que Schein signifie apparence. En français, ça peut donner ça, la crasse, où tout ce que l'on baptise du nom travaille mieux que lui, s'entend un peintre que le feu apprécie très peu, et même mieux que le feu, dégradé de couleurs vaines, marbrure rediaprée de la putréfaction, visage plaintif qui ressortent lentement, il suffit d'être patient. Chauve-souris peinte dans la crasse, ô père Rorschach, hein, vous connaissez, daigne baisser les yeux sur nous. Le sentiment de bien-être est Hannibal, pas cannibale, et 500 truies, ce serait trop. Où les logerait-on? Une truie, ça pourrait aller. Son grognement montrait agréablement du pied du lit jusqu'à hauteur de l'oreiller. Des choses zum Vorschwein kommen. Alors, apportrait, mais j'ai mis A-P-P-O-R comme porc, apportrait, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Le palimpseste était donc préservé. Et enfin, je viens au dernier. Alors là, écoutez, je vais vous le dire sans modestie aucune, moi je n'aime pas la fausse modestie. Ce livre a eu le prix Gérard de Nerval et je trouve qu'il méritait bien. Parce que vraiment, je vous assure que je n'ai jamais autant travaillé que sur ce livre. Et par exemple, le piège majeur dans la traduction de ce livre fut la transposition du poème automatique d'Irène Aline. Le feu range l'écriture poétique d'Irène Aline du côté de la décadence clinquante. Et voilà le fameux poème écrit par Aline. Écoutez bien. Pappel alle, alle pappeln, pappel alle, alle pappen, plein plap, 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 clap, papper la pape, geplapper, papper la pape, les, pappel alle, plapé, papette, Gauguin. Bon. Tout le poème est construit sur les transformations successives du mot pappel, peuplier, jusqu'à aboutir au terme geplapper, qui veut dire à peu près verbiage. Geplapper mène à son tour à papette, qui évoque l'artiste Gauguin, forcément. En français, le mot peuplier ne pouvait malheureusement pas conduire à un terme plus ou moins homophonique évoquant le verbiage. Le problème se trouvait accru du fait qu'Améry lui-même fournit plus loin, alors là c'était horrible, mais dans un autre contexte, donc il fournit lui-même une traduction française du poème d'Aline, d'Irène, et il dit « Peuplier, peuple lié, au peuple liez-vous ». Il dit, ça pourrait être ça la traduction. Je ne pouvais la reprendre, car les mots ici dans la traduction de Améry de Le Feu font sens, contrairement au poème d'Aline qui est insensé. Je fus donc contrainte de changer d'arbre, ce qui est bien regrettable. Ah oui, car ce mot avait d'autant plus de poids que le peuplier est pour ainsi dire emblématique dans toute l'œuvre d'Améry. La voiture de la Gestapo qui l'avait conduit pieds et poings liés à son premier lieu de torture avait longé une allée de peupliers. Et c'est pas pour rien qu'il crée ce poème sur des peupliers. Et pour Améry, cet arbre restera à tout jamais tragiquement connoté. Et voilà que j'étais contrainte de l'abandonner. Alors que dans le poème d'Aline, il apparaît grotesquement vidé de toute sève et n'évoque plus ni la vie ni la mort. Le Feu s'y réfère d'ailleurs clairement à un autre endroit. Das Pappel-Allee-Gedicht könnte die Impression einer Autofahrt über eine Route départementale wiedergeben. En français, le poème des peupliers pourrait d'ailleurs éveiller l'image d'une randonnée en voiture sur une route départementale. Contrairement à cette douloureuse évocation, le poème d'Irène est sans substance et grotesque. Elle est coupée des choses. Il s'agissait donc de reproduire ici un poème automatique qui déclinerait un motif phonétique jusqu'à aboutir à du verbiage, puis à un artiste. Telles étaient les données pour le pauvre traducteur. Il m'a fallu me résigner à choisir un autre arbre qui me permettrait une telle déclinaison absurde. J'ai choisi le bouleau. Oui. Ah, les bouleaux. Allez de bouleau. Allez les bouleaux. Bouleau en boulet. Boulé, les boulets, vasé, bille vasé, bille balboule. Bouleau en boulet, boulet, Pierre Boulez. Non plus un peintre ni un compositeur, ce qui est très dommage, parce que le Feu est peintre, et c'est pas pour rien que ce poème se termine sur Gauguin. Mais voilà, moi j'ai terminé sur un musicien, et comme le Feu était un érudit, de toute façon, voilà. Le traducteur, à l'affût du sens caché de la vérité du texte, se rend parfois coupable d'erreurs intéressantes aussi,
et je vais terminer sur une des plus graves erreurs de toute ma carrière de traducteur. Et pourtant, vous allez voir que le destin est parfois favorable aussi aux erreurs du traducteur. Un des plus beaux contresens qu'il m'a été donné de commettre, et Irène a été témoin de ce travail, tu vas t'en souvenir, Irène, un des plus beaux contresens qu'il m'a été donné de commettre dans toute ma carrière de traductrice mérite sans doute l'aveu qui suit. Contexte. Le feu, notre protagoniste peintre, que l'on veut déloger de force de sa mansarde insalubre, dont il vénère pourtant l'artistique délabrement, a bien l'intention de mettre feu au bâtiment. Un soir, il quitte l'immeuble, se procure un bidon d'essence, un de ses tableaux sous le bras, il se rend au Café Select, à Paris, il rencontre des amis, parmi eux, l'acquéreur du tableau. Suivez bien. Le feu veut offrir la tournée et lance à l'acheteur « Seien Sie mein Peter-Gast ». Tu te souviens sans doute. Peter-Gast. Gast signifie invité. Mais pourquoi Peter? Après avoir passé en revue toutes les expressions allemandes contenant le prénom Peter, Dumme Peter, etc., il me vint à l'idée que celui-ci, Pierre en français, était peut-être choisi pour ça. Oui, j'ai oublié de vous dire que, je ne trouvais pas, et donc la directrice de collection chez Actes Sud, Martina Wachendorf, qui est germanophone, me dit non, moi non plus, ça ne me dit rien. À toi, Irène, ça ne disait rien non plus. À tous les Allemands, ça ne disait rien. Alors, Martina me dit, écoute Françoise, saute le passage. Je dis, quoi? Non, jamais. Et si jamais il y a des étudiants qui comparent ma traduction avec l'original, on va dire, là où il marre, là, elle a passé. Jamais. Mais Dieu merci, quand j'ai reçu les épreuves, j'ai eu l'illumination sur les épreuves. Vous allez voir laquelle. Alors, après avoir passé en revue, etc., il me vient à l'idée que Peter, Pierre en français, était peut-être choisi pour sa référence à Petra, au latin, Petra, la pierre. Le feu était au bout du rouleau, allait être incendiaire. J'en conclus donc qu'Améry se référait ici à une scène de Don Giovanni de Mozart, et érudit comme il était, c'est maintenant, qui, on s'en souvient, tombera dans les flammes à la vue de la statue du commandeur qui s'approche de lui, le convive de Pierre, der steinerne Gast. Ce qui m'amena à traduire par « Soyez mon convive de Pierre ». Ça collait bien, non? L'autosatisfaction et les félicitations de l'éditeur étaient pourtant injustifiées. C'est là, par le plus grand des hasards, que par la suite, quand il était trop tard, j'ai compris que Peter Gast était un nom propre, celui d'un grand ami de Nietzsche, que Améry aime beaucoup, ce qui ne surprend guère quand on connaît l'érudition devenue légendaire de Jean Améry. Cela dit, je ne suis pas sûre que l'auteur eût désapprouvé mon erreur, car elle se situait exactement dans le prolongement de son traitement de langue, et après tout, peut-être avait-il inconsciemment songé au convive de Pierre en choisissant ce nom. Et beaucoup plus tard, quand j'ai eu Internet, je ne l'avais pas du tout à ce moment-là, et que j'ai eu la curiosité de taper Peter Gast sur Google, je suis en effet tombée sur cette explication. Peter Gast, peintre, ami de Nietzsche, surnom donné à Nikolai Klein, je crois, etc., en référence au convive de Pierre de Mozart, que Nietzsche... Finalement, j'avais raison. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est pour vous dire que parfois, enfin, un lecteur normal, c'est-à-dire qui lit superficiellement, sauf les exégètes, bien sûr, mais un lecteur normal serait passé là-dessus. Mais non, le traducteur a l'intuition qu'il y a quand même ça derrière. Ça prouvait bien que je connaissais bien mon auteur. Vous voyez, ça c'est une aventure, c'est une belle erreur. C'est une belle erreur. Donc Nietzsche l'avait appelé Peter Gast en pensant au convive de Pierre. Et voilà. Alors, et je termine maintenant, ils sont légion dans le livre des exemples de jeux verbaux qui trahissent tous le rapport profond et fondamental avec une langue exsangue, pervertie, littéralement aliénée, alilant, elend, miroir du déracinement de l'auteur que l'on a privé de son pays, de son passé, de son moi et d'un nous. Et pourtant, cette sorte de désespérance stylistiquement exprimée n'était que le verso, madame, d'un grand amour de la vie. Jean Améry était un disciple de Herzbloch, de son principe espérance et de son optimisme militant. Il vénérait la langue allemande, dont les nazis l'avaient cruellement amputée.
Sa langue maternelle par laquelle il avait découvert le monde, l'aimait, et ses merveilles, et dont la profondeur classique et les beautés étaient désormais dévoyées. Dans un dernier sursaut d'intellectuel poète, Améry Lefeu décide donc de lui jouer des mauvais tours, de la plier à des jongleries de mauvais goût qui atteignent leur paroxysme dans le poème d'Irène qui deviendra folle. Et finalement, c'est à ce poème emblématique que font écho les genoux absurdes de Lefeu qui émaillent tout ce long monologue intérieur d'une victime que les mots coupés des choses, la langue devenue heimatlos, finiront par tuer. Je vous remercie.